Voilà, donc je suis désolé pour cette mauvaise manipulation. Je vais continuer le déroulé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ferai un petit rappel pour ceux qui, malheureusement, à cause de moi, encore une fois je précise, n'ont pas forcément pu se connecter comme il fallait. Enfin, se sont connectés sur le bon compte alors que moi j'étais connecté sur le mauvais. Donc encore une fois, toutes mes excuses par rapport à ça. Donc les questions qui ont été posées par les organisations syndicales sur sur ce qui se passe en ce moment, hein, il y a beaucoup de, comment dire, d'interrogations qui restaient en suspens. Donc je vais vous les donner telles qu'on nous les a transcrites. Et ensuite, si vous avez des questions complémentaires, évidemment, j'y répondrai. La première question, c'était par rapport à l'annonce de la ministre du Travail qui disait qu'en cas de de complément jusqu'à 100% du salaire, ce complément-là serait exonéré de charges, serait défiscalisé. L'entreprise n'ira pas là-dessus, hein. Donc elle reste le, sur le paiement classique, c'est-à-dire 70% du brut, ce qui revient à peu près à 84% du net. En ce qui concerne la prime de 1000 euros qui peut être amenée à 2000 euros en cas d'accord d'intéressement à l'intérieur de l'entreprise, pareil, la direction de Leroy Merlin a dit qu'il n'y aurait pas de prime versée. Question qui est remontée aussi, c'est y a-t-il possibilité de renouveler l'arrêt maladie pour enfants malades? Donc là, la réponse est non. Et pourquoi? Simplement parce que cet arrêt-là vous permettait de ne pas aller au travail parce que votre enfant a été avec son établissement scolaire fermé, ce qui vous oblige à rester chez vous. Or, comme c'est déjà le cas, il n'y a pas du tout d'obligation de la part de l'employeur de faire un renouvellement de cet arrêt-là. C'est-à-dire que si vous allez consulter les textes, vous verrez que cet arrêt est renouvelable, mais il doit être renouvelable dans des circonstances qui le permettent. Alors, les salariés seront-ils obligés de poser des congés pendant la période d'activité partielle? Pour l'instant, la réponse est non. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. On peut le faire si on veut avoir un petit complément de salaire, parce que dans le cadre de congés, même en période d'activité partielle, la période de congé, elle, est rémunérée comme un salaire, donc à 100%. Ça peut faire un petit complément de revenus. Les congés seront-ils imposés pour le solde de fin mai? Alors, normalement, quand vous avez des congés acquis sur l'année, ils doivent être soldés au 31 mai. Là, on ne sait pas hein, quand va revenir l'activité complète du magasin. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'est pas décidé d'imposer des semaines de congé. Par contre, soyons clairs, chaque année, c'est toujours la même galère dans les équipes. Les beaux jours arrivent, tout le monde veut prendre la semaine de mai où il y a des ponts, tout le monde veut solder avant. Donc là, on est sur une organisation interne à l'équipe dans laquelle on est. Donc, dire qu'il n'y aura pas d'imposition, c'est vrai. On ne va pas vous dire tu es en congé à partir de demain, chose qui pourrait être faite au niveau des nouvelles ordonnances. Par contre, le manager va certainement vous dire, écoutez, arrangez-vous, mais moi j'en mets pas 5 en congé pendant la même semaine, donc si vous n'arrivez pas à vous entendre, je prendrai la décision. Ça, c'est pas nouveau, hein, c'est ce qui se passe chaque année, c'est ce qui se passe pour chaque été, c'est ce qui se passe chaque fête de fin d'année. Donc là, on revient, on va dire, sur un fonctionnement normal, sauf qu'il va y avoir une pression un petit peu plus forte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu poser des congés avant et qui ne l'ont pas fait. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de décalage au niveau de la prise de congé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les congés qui ne sont pas pris à fin mai sont perdus. Et quand je dis perdus, c'est perdu. Ça veut dire qu'ils ne sont ni transférés, ni payés. Donc voilà, là va intervenir de l'organisation et du bon sens à l'intérieur des équipes. Donc là, j'espère qu'il y a un bon dialogue entre vous dans vos équipes, qu'il y a un dialogue intéressant avec votre manager, parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. Encore une fois, et pour la
je ne sais plus combienième fois, et ça va continuer encore dans le cadre de cette discussion, à l'état actuel des choses. On ne sait pas quand va reprendre l'activité. Pour les congés d'été. Alors, les congés d'été n'ont pas encore été validés dans la plupart des CSE, parce que normalement c'était au 31 mars maxi. Pour l'instant, il y a un report de cette validation. La position actuelle de l'entreprise, c'est que il pourrait être imposé une modification ou une imposition de prise de congé pendant l'été, avec un délai d'1 mois de préavis. C'est un peu ce qui se passe par rapport à ce qu'on vit d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vos congés sont validés par le CSE et anciennement le CE, l'employeur peut, avec 1 mois de préavis, vous signifier qu'il y a un problème parce qu'il y a une personne qui est malade, parce qu'il y a... C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui peut arriver, on va dire, de manière un petit peu plus forte pendant cette période d'été, au vu de la situation. Alors, j'ai une question qui me vient de Kate en même temps. Modifier à 1 mois, mais sous quelles conditions? Les conditions, ce sont des conditions on va dire, d'urgence de service. À peu près. Je résume ce qui est dit dans les écrits légaux. C'est que en fonction de paramètres d'absence ou de choses comme ça, ou d'organisation de service, on peut être amené à modifier les dates de prise de congé, ou les retarder éventuellement. Les remplacements d'été seront-ils maintenus? Alors, dans l'état actuel des choses, oui. Tout dépend, encore une fois, de la date de reprise d'activité. Parce que s'il n'y a pas de remplacement du tout pendant l'été, ça va vraiment poser un problème pour les congés, parce qu'on va avoir des magasins qui seront vides. Donc pour l'instant, l'entreprise a décidé de les maintenir dans l'hypothèse d'une réouverture pas trop tardive. Je suis pas devin, mais j'espère qu'on ouvrira avant juillet. Et que le confinement sera terminé d'ici là, et que du coup, la santé des Français ira mieux par rapport à ça. Une question aussi importante, c'est les retours des EDP. Pour l'instant, ils sont gelés. Alors gelés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de retours qui sont programmés. Ça veut dire que les individualisations, s'il y en avait pour certains d'entre vous, sont gelés pour le moment. Et en fonction de la durée d'activité, de période d'activité partielle, ils peuvent tout simplement être annulés. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'individualisation sur l'année au vu des résultats économiques de l'entreprise. Donc c'est un peu frustrant parce que d'abord c'est le fruit du travail de l'année qui précède, ce que vous avez développé pendant votre DP. C'est frustrant aussi parce que c'est aussi, enfin, on va tous chercher une individualisation dans un EDP, mais on va aussi chercher comment dire, un jugement sur son travail. Donc ce serait bien qu'il y ait au moins un entretien, on va dire, qu'on peut considérer comme un entretien de pilotage à la limite, mais qu'on reste pas dans un espèce de flou en disant, écoute, cette année, on n'en parle plus. Non, il faut parler de ce qui s'est passé, je pense que c'est important. Alors, ensuite, en autre question, pourquoi verse-t-on des dividendes aux actionnaires en ces périodes de crise? On sait que Bruno Le Maire a considéré comme soit un petit peu indécent le fait de verser des dividendes à l'entreprise pendant que l'État paye les salaires des salariés. Donc, la question a été posée au CSE central. Une somme que je ne peux pas vous révéler, mais on va dire annuellement habituelle, est remontée chez ADO à destination des actionnaires. Elle est pour le moment bloquée à ADO. Elle n'est pas versée aux actionnaires.
Les réunions CSE en téléconférence se font sans consultation du CSE. Est-ce normal? Alors, au vu des circonstances, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur peut au maximum imposer 3 fois par an une réunion de CSE en téléconférence et sans que les gens soient présents physiquement. Là encore une fois, l'assouplissement du Code du travail au vu des circonstances leur donne la possibilité d'organiser toutes les séances selon ce format, tant que la situation l'exige. Comment sont valorisées les réunions CSE ou CSE centrale sur Tactique? Alors, c'est un forfait de 3h30 par réunion. Donc si vous avez une réunion CSE par téléphone, elle dure 4 heures, c'est 3h30, elle dure une demi-heure, c'est 3h30. Donc remontez bien cette information auprès de vos DRH parce que certaines prennent certaines libertés en disant que ce sont des heures de délégation. Absolument pas, ce ne sont absolument pas des heures de délégation, ce sont des heures travaillées. On répond à une convocation de l'employeur, hein, donc en aucun cas ça peut être une heure de délégation. Donc, en ce qui concerne là et les primes, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime trimestrielle que nous avons, ce qu'on appelle la prime de progrès, est calculée par rapport au trimestre de l'année précédente. Donc, la question, c'est comment va se calculer la prime du trimestre prochain. Parce qu'il est évident qu'on va faire du plus 80% à peu près. Donc, comment ça va se passer? La commission qui s'occupe des primes et du partage va en fait, avec la direction, comment dire, évaluer un trimestre de référence moyen par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les chiffres tels qu'ils sont actuellement du fait de cette situation exceptionnelle seront gommés et seront remplacés par les chiffres d'une activité moyenne qu'on aurait pu faire sans cette épidémie. Et c'est à ce chiffre-là que seront comparés les résultats l'année prochaine dans le calcul de la prime. En ce qui concerne la prime d'été, donc, il y avait deux choses. Dans le cadre d'une suspension d'activité de moins de 15 jours, la prime était versée. Dans le cadre de circonstances exceptionnelles, parce que je rappelle que ce n'est pas un élément de salaire, hein, c'est une prime, c'est pas un salaire. À ce moment-là, sur circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas, elle peut carrément être annulée. Ce ne sera pas le cas. Ce qui va se passer, c'est qu'elle sera proratisée au temps d'activité. Donc c'est plutôt en ce sens-là une bonne nouvelle, parce qu'il y avait forcément une grosse inquiétude par rapport à ça. Et du coup, on est, même si on est proratisé, hein, on risque de perdre, ça peut aller, elle est calculée sur 6 mois, donc si vous calculez, on va dire, 1 mois d'inactivité partielle, ça veut dire qu'il y aura 20% de prime en moins, mais quand même, on garde 80% de cette prime en l'état. Après, voilà. Au niveau des questions, pour l'instant, l'appel au volontariat est lancé sur notre magasin. Notre DM nous parle de protection dans son mail, mais il les cite pas. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas tellement la question. Ah, ne les cite pas, pardon. Ah ben, elles sont simples, hein. C'est que les règles de base de travail en sécurité, c'est le respect de la distanciation sociale, c'est-à-dire 1 mètre. C'est évidemment pas de contact, donc pas de bise, pas de serrage de main, même pas de coude, hein, ça ne sert pas à grand chose. C'est d'avoir une possibilité extrêmement régulièrement de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon. Donc ça veut dire se déplacer de son poste de travail pour aller se laver les mains. Ça veut dire la désinfection extrêmement régulière de tout ce qui est sanitaire. Ça veut dire aussi la désinfection systématique de l'appareil que l'on manipule quand on le donne à un collègue, parce qu'on va en pause ou parce qu'on a fini sa période.
ça veut dire l'usage de gants quoi qu'il arrive. Dans notre magasin, par exemple, sur Balma, chaque personne qui arrive a un petit kit, en fait, une caisse, dans laquelle il y a des gants, du gel, qui permet en fait de se protéger comme il faut. C'est la limitation aussi des espaces communs, salle fumeur, salle de repas, salle de pause, salle zen, de manière à ce que, un, il n'y ait pas trop de monde en même temps dans un espace qui soit confiné, et deux, qu'il y ait une distance qui soit respectée entre chaque. Alors, oui, donc Philippe, la question de Philippe pour le 13e mois, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire que c'est la prime qui sera proratisée en fonction de la durée d'activité. Le... Ouais, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais revenir un peu parce que j'ai fait une bonne boulette au niveau de la connexion sur la première partie de mon intervention. C'était par rapport aux décisions qu'avait pris l'entreprise. Donc la décision qui, au départ, hein, on était sur un mode de retrait 2 heures en ce qu'on appelle en mode dégradé, c'est-à-dire 6000 produits avec paiement à distance, dépôt de la marchandise devant la voiture du client qui n'en sort pas et qui ne peut sortir et charger tout seul son produit que quand le salarié s'est éloigné. Donc à ça va s'élargir hein, vraiment. L'idée c'est qu'on va ouvrir le retrait, enfin, le SRM à tous les clients qui ont une commande qui est complète et réglée en magasin. On va ensuite développer, quand je dis on, c'est le siège, hein, développer la livraison directe fournisseur au domicile du client. Donc ça c'est et ensuite on va aussi passer à peu près, en moyenne ça va dépendre des magasins, parce que là il y a une autonomie qui est laissée au magasin, on va passer des fameuses 6000 références indispensables à peu près 30 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir plus de gens sur les sites, ça veut dire qu'il va y avoir plus de flux, ça veut dire qu'il va y avoir de la sécurité à vraiment, vraiment, vraiment surveiller. C'est très important parce que autant une équipe de 10 personnes dans un magasin de 13 000 m², on peut faire des circuits, on peut s'arranger. Par contre, si on passe à 20 ou 30 ou 40 personnes, l'observation de ces règles de sécurité est beaucoup plus complexe. Par contre, elle doit être faite de façon beaucoup plus drastique et précise. Ça, il y a aussi un problème qui se pose, c'est que on n'est pas forcément du produit de nécessité. Alors, on en a parlé hier en disant, mais comment ça se passe pour un client qui va récupérer un sécateur, un rouleau de papier peint et un pot de peinture. On est un petit peu loin de la nécessité. Est-ce qu'il va se faire verbaliser? Et s'il se fait verbaliser, il y a de grandes chances qu'il se retourne contre nous. Donc à ça, on nous a répondu que venant dans un magasin étant déclaré comme étant de première nécessité, voir le décret du Premier ministre, il n'y avait aucune raison de verbaliser. Et à ce propos-là, vu que c'est quand même un peu la tendance hein, d'élargir un petit peu les gammes, pas que chez Leroy Merlin, mais dans tout le commerce d'une manière générale, à partir du moment où le type d'entreprise, c'est-à-dire magasin de bricolage en ce qui nous concerne, fait partie des magasins qui peuvent continuer leur activité, eh bien, il n'y aura pas de verbalisation. Donc, ça fera l'objet d'une transmission interne par le ministère de l'Intérieur aux forces de police et de gendarmerie. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'ouverture programmée des cours annexes bâtis. Alors, sous condition, c'est-à-dire, premièrement, une seule personne dans la cour qui a pris rendez-vous par mail, qui fera un paiement en carte bleue et qui, en prenant son rendez-vous par mail, va s'engager à respecter les consignes et à accepter les consignes qu'on lui impose. C'est-à-dire qu'il vient avec le véhicule adéquat, qui se débrouille pour charger, qu'il n'y aura pas de contact, que le paiement c'est carte bleue obligatoire
et que dans ces cas-là, s'il n'y a pas de paiement avant, il y aurait une désinfection évidemment du pin pad, ce qu'on appelle entre chaque client. Là aussi, hein, ça amène plus de monde dans le magasin, ça amène plus de personnel de surveillance, et ça pose aussi une question, parce qu'il y a encore des magasins où l'Amex et le bâti, c'est deux cours différentes. Donc ça veut dire qu'on va avoir en même temps qui marche la commande en retrait 2 heures sur 30 000 produits, le SRM pour les commandes, la cour matériaux ouverte et l'Amex ouverte. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, toujours encore une fois dans cette logique de sécurité qui veut que y ait des distances entre les personnes. Donc en ce qui concerne le bâti, si jamais la personne veut par exemple, je ne sais pas moi, une palette de placo, on pourra charger la palette de placo sur sa benne si il est équipé, hein, on est bien d'accord. Mais pendant qu'il y a le chargement, c'est un peu comme le principe du retrait 2 heures, la personne reste dans le camion et ensuite le salarié va charger et une fois qu'il s'est éloigné, il va pouvoir fermer les ridelles et ensuite aller vers la caisse. Dans le cadre du paiement, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y aura des infections du clavier à chaque fois. L'hôtesse de caisse fera le bipage et le paiement se fera donc par l'intermédiaire de la carte bleue. Ensuite, le client reste dans la voiture, l'hôtesse de caisse met le ticket de caisse dans le coffre. Et une fois qu'elle a rejoint son poste, là le client peut soit le récupérer ou attendre qu'il soit chez lui pour le faire, soit s'en aller. Voilà. Il n'y aura pas d'aide, hein, c'est-à-dire que si vous voulez une plaque de placo, que vous vous présentez, vous êtes tout seul et vous demandez est-ce qu'on peut m'aider, la réponse sera non. Et encore une fois, toujours dans cette logique-là, c'est du volontariat. Ça veut dire que si on se sent un petit peu oppressé, si on se sent moins en sécurité qu'avant du fait de cette extension d'activité, on pourra à ce moment-là se rétracter tout simplement. Le volontariat est encore en phase en fait. Pour combien de temps, ça je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas accepter, si vous êtes volontaire ou si vous venez pour vérifier que tout se passe bien, qu'il y ait par exemple, comme le dit Marjorie, 4 personnes dans 16 mètres carrés. Parce que là, il y a une distance qui n'est pas gérable. Et on est hors des clous de la sécurité. Déjà, on l'était avant par rapport à l'espace minimum pour un espace de travail. Là, ça d'autant plus flagrant et d'autant plus dangereux. Alors, en ce qui concerne les cours Amex Bâti, il y a 2 magasins qui sont en test en ce moment, Tourcoing et j'ai plus le deuxième en route, mais en tête, pardon. Ça va me revenir. C'est destiné à être développé partout. Hein. Ça c'est clair. Il n'y a pas de, enfin, faut pas se leurrer. Il y a une logique de commerce à un moment donné qui va s'imposer. Malgré les appels, hein, encore une fois, de maintenir le confinement, les contrôles pour les gens qui partent soit en week-end, soit en vacances, on essaie de resserrer et de verbaliser dès que ça sort un peu des clous. Voilà, les entreprises demandent à faire travailler et à travailler. Donc c'est toute la difficulté. C'est de pouvoir dire, comme le disait Benjamin Brasseur lors des réunions, c'est entreprise humaine. Bon, après, c'est des propos qui n'engagent que lui. Hein. Pérennité de l'entreprise et service au client. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie non avouée dans cet énoncé ou pas? Voilà, je laisse juge de ces propos. Pour résumer, en fait, on tend vers une activité de plus en plus forte. On tend vers une délivrance produit de plus en plus forte. Je ne sais pas quand sera franchi le cap de laisser rentrer des personnes dans le magasin.
parce que c'est possible, encore une fois, sous condition évidemment. Hein, si, je sais pas si vous avez fait vos courses dans certaines grandes surfaces, certaines imposent qu'il n'y ait pas plus de 50 clients dans le magasin. Et tant qu'il n'y en a pas 50 qui sont sortis, ben, il n'y en a pas 50 qui rentrent. Mais ils sont ouverts. Nous faisons partie des gens qui peuvent mettre ça en place. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que ben, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, pourquoi nos directions refusent de nous donner au CSE la liste des volontaires? Je me suis renseigné de mon côté, effectivement, ils ont le droit de ne pas donner de liste nominative. Ils peuvent simplement donner le nombre de personnes. Donc il n'y a pas une obligation. Et il n'y a pas non plus, soyons clairs, une volonté de donner ces noms-là. Alors, cette volonté de ne pas donner les noms, ben on est chez le roi Merlin, hein, donc il y a quand même le culte du secret, vous le connaissez autant que moi. Peut-être qu'ils ont peur qu'on mette une certaine pression sur eux, je vois pas pourquoi, hein, on a toujours respecté les avis et les positions des uns et des autres, on demande simplement à ce que ce soit fait dans de bonnes conditions, ce qui est complètement différent. De plus, c'est peut-être aussi pour éviter qu'on puisse faire comment dire, un rapprochement entre d'éventuelles contaminations supplémentaires et le volontariat. Par contre, dans l'état actuel des choses, parce qu'on a posé la question, il y aurait actuellement 30 salariés Leroy Merlin qui seraient atteints du Covid-19. Alors, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec une extrême précaution. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle les asymptomatiques, qui développent le coronavirus sans s'en apercevoir. Il y en a qui ont quelques petits troubles, mais comme on est sur une population qui est confinée, on a pas forcément comment dire, les informations qui remontent au fur et à mesure. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un soit pas bien chez lui pendant 15 jours, mais s'il est 15 jours à la maison, il va pas forcément se déclarer comme étant malade. Ça, c'est une première chose. Ou il peut ne pas savoir qu'il l'est. Il y a une vraie obligation de sécurité, c'est-à-dire que si vous travaillez en tant que volontaire dans le SRM, dans la cour à Mex quand elle sera ouverte, et que vous êtes atteint, là effectivement il convient de prévenir immédiatement son employeur. Ça c'est l'obligation d'honnêteté en fait. Et puis surtout c'est pour prévenir les autres collègues qu'ils ont été en contact éventuel avec une personne porteuse du virus. Est-ce que la réception va réouvrir? Oui, la réception obligatoirement va réouvrir parce que on peut pas imaginer qu'on vide des magasins, vu qu'on ouvre à peu près à toutes les références, pas loin, sans faire de réappro. Alors ce sera peut-être des réappros qui seront beaucoup plus lents. Ça va peut-être marcher un petit peu comme au tout début, hein, c'est-à-dire qu'au tout début on avait dit on va faire du retrait 2 heures, mais pour ça il faut qu'on ait encaisser en fait on va dire tout ce qui est dernière réception, que ce soit mis en rayon parce qu'il faut qu'on puisse aller chercher le produit en rayon sans se poser la question est-ce qu'il n'est pas sur une palette posée dans un coin. Donc oui, on peut pas envisager de faire de la vente sans faire de la réception. Donc après ça va certainement pareil, hein, il va y avoir des équipes, donc à chaque magasin en fonction de son flux de dire je vais prendre 2 personnes de plus ou 3 ou 4 de manière à absorber l'ensemble. Et surtout prévoir aussi une équipe de mise en rayon, obligatoirement. Alors Teresa me demande que se passe-t-il quand il y a des cas dans nos magasins? Alors là c'est toute la difficulté. Pour moi, après avoir appelé l'ARS et le site d'information du gouvernement sur le Covid, en présentant un cas, en disant voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut changer les équipes? Est-ce qu'il faut fermer temporairement le temps de tout désinfecter? La réponse a été très claire. Je n'ai pas le droit de vous l'imposer.
mais je vous le recommande très 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 particulièrement de le faire. Là, c'est une question de prise de responsabilité. Si, à un moment donné, un directeur d'établissement où le siège n'est pas derrière le directeur d'établissement qui dit « moi j'ai eu un cas, donc pendant un certain temps, je ferme, je désinfecte, je change les équipes, je les informe », pour moi, il va de sa responsabilité. Peut-on réaliser avec la médecine du travail un dépistage du virus pour savoir qui est à risque et quels les anticorps pour travailler sans risque? Alors honnêtement, c'est pas la priorité du tout, ni de la médecine du travail, ni de toute la santé en France actuellement. La priorité pour l'instant, c'est de soigner. À terme, effectivement, les tests vont venir. Un exemple que je connais particulièrement, mon beau-frère qui a été atteint de ça, a fait un test, parce que lui, il travaille dans une structure d'accueil pour jeunes enfants en difficulté. Donc là, il y a vraiment une continuité de service obligatoire. Donc après 15 jours, il a pas été à l'hôpital, mais il a bien dérouillé. Il a fait un test de dépistage qui était négatif. Alors, donc là, on s'est vraiment posé la question. Et en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il y a deux tests différents. Vous avez le test bactériologique qui dit est-ce que vous l'avez ou pas. Et vous avez le test sérologique qui lui va dire est-ce que vous l'avez eu ou pas. Ou est-ce que vous développez des anticorps. C'est pas du tout les mêmes tests. Lui, visiblement, on lui a pas donné le bon, ce qui fait qu'il ne l'avait plus, donc on lui a dit ben, vous ne l'avez pas. Et ça s'est arrêté là. Donc il y a encore vraiment un tâtonnement par rapport aux tests. Ce qui est sûr, c'est que les tests pour savoir si j'ai eu des anticorps, si je l'ai eu et je peux plus le revoir, ce qui reste encore à démontrer, je veux bien aller bosser. Oui, tant mieux si on peut faire ça. Pour l'instant, à l'état actuel des choses, ce genre de dépistage est quand même pris en priorité pour le personnel soignant, pour le personnel encadrant. Donc, à terme, est-ce que ça se fera? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça va dépendre en fait de la politique de développement des tests que va faire le gouvernement. Dans l'état actuel des choses, si vous allez demander ça à votre médecine du travail, je pense que on va vous envoyer bouler si on vous reçoit. Alors Marjorie, quid de l'accueil réservé aux chauffeurs? Dernier CSE, rien pour eux. S'ils ne chargent pas, les chauffeurs restent dehors. Oui, oui, parce qu'en fait, comment dire, on a une responsabilité et on a des engagements à avoir, hein, notamment sur des sites où vous avez beaucoup de chauffeurs, on est censé avoir un lieu pour eux. Ça, c'est une obligation. Cette obligation-là, elle vole en éclats un petit peu du fait des circonstances. Donc, le chauffeur, quasiment, on va dire qu'il reste dans son camion. Hein. À partir du moment où il livre, on le décharge. Les flux dans les magasins sont suffisamment faibles actuellement pour que le camion se présente, il est déchargé quasiment de suite. Après, il y aura forcément un échange de papier ou de bons, mais ça se fait sans, on va dire, le minimum de contact. Nicolas me demande combien de volontaires pourront travailler par magasin si on réouvre. Ça va dépendre des magasins. Ça va dépendre déjà du nombre de services qui sont ouverts. Ça va dépendre comment dire, du mode de fonctionnement qui est mis en place dans le magasin et ça va dépendre de sa taille. Parce que à un moment donné, tant que les barrières, les gestes barrières et les mesures de confinement sanitaire ne sont pas levées, eh ben, la contrainte reste la même. Donc, il va y avoir deux choses. Soit on se dit, ben, j'ai besoin de tant de personnes, mais l'application des contraintes fait que ben, j'avais prévu 80, mais je peux le faire qu'avec 40, ça restera à 40. Tant qu'il n'y a pas de levée de ces contraintes sanitaires, ça va aussi, à un moment donné, donner un chiffre maximum. Alors ce chiffre-là va varier en fonction des sites et de la dimension des sites. Mais surtout, ne pas laisser passer le moindre petit travers par rapport aux consignes de sécurité. La sécurité comment dire, la sécurité des gens qui travaillent dans le magasin, elle est d'autant plus importante et elle peut d'autant plus être piétinée qu'ils sont nombreux. Donc surtout être vigilant sur cette application.
Alors, Laurent qui me pose la question. Si le volontariat s'arrête et que le chômage, et donc que le chômage partiel s'arrête aussi, qu'est-ce qu'il en sera des employés dont les enfants n'auraient pas repris l'école? Alors, dans ce cas-là, re-intervient l'arrêt pour enfants confinés. Parce que là, du coup, vous ne pourrez pas vous rendre sur votre lieu de travail du fait, bien qu'ils soient ouverts, du fait que vous avez des enfants dont les structures ont fermé. Donc à ce moment-là, on reviendra sur la reconduction de ces fameux arrêts maladie pour garde d'enfants. Combien y a-t-il de personnes au chômage partiel chez Leroy Merlin? Ben ça, on a demandé, on attend toujours. On ne sait pas. D'après ce que nous ont dit déjà le siège, il y a 80% entre ADO et les services internes, 80% des personnes qui sont en travail, en télétravail. Ça fait sur 3000 personnes hein, à peu près. Voilà, je pense que on a fait à peu près le tour de la question. Moi, pour conclure en fait par rapport à ce que je viens de vous dire, euh, et je vois certaines réactions, ce qui me gêne beaucoup, c'est que oui, on va vers les beaux jours. Oui, on en a ras-le-bol d'être confiné. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pas pour ça qu'il faut inciter les gens à faire n'importe quoi. La responsabilité de l'entreprise, elle vient aussi par ça. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que actuellement un sécateur, un pot de peinture mérite que je sorte ou que j'incite les gens à sortir? On a à hier soir, hein, on avait 64 000 personnes qui étaient atteintes. On avait 6 500 personnes qui sont mortes de ce virus. On a 27 000 personnes hospitalisées. On a 6 600 qui sont en réanimation. Donc, je vais vous montrer ça vite fait si vous le voyez. Alors, vous le voyez à l'envers, je pense, hein, mais ça, c'est la courbe de contamination en France. Elle ne fait pas tellement rire. Hein. Et je pense que cette courbe-là, et les chiffres que je viens de vous donner, il y a un moyen de ne pas en faire partie. Ben, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Après, c'est votre choix personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir un sens de la responsabilité. Notre responsabilité, nous, en tant que commerçants, c'est pas que, non plus, aller dans le confort des personnes et aller dans les envies. Qui, au bout d'un certain temps, deviennent un peu compulsives. Hein. J'ai besoin d'un produit de première nécessité. Ben, la piscine gonflable pour mes enfants cet été, c'est une vraie nécessité, sinon je vais rater mon été. Y a un ordre de priorité quand même, je pense. Et il est clair que c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on va améliorer la situation sanitaire en France. Alors, les magasins qui ont pris la décision depuis le 16 mars de ne pas ouvrir du tout, doit-il ouvrir maintenant? Pour l'instant, le chef d'établissement est décisionnaire par rapport à ça. Donc, pour l'instant, s'ils ont décidé de rester fermés au nom d'une certaine sécurité, si on se base sur leur volonté justement de confinement, de mise en sécurité des clients, de mise en sécurité des vendeurs, a fortiori, ils devraient rester encore plus fermés que maintenant, sauf s'ils reçoivent l'ordre d'ouvrir. Hein. Ça, par contre, c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas imposer la prise de température des volontaires afin de savoir s'ils ne sont pas infectés? Si, il faudrait. Idéalement, il faudrait. Alors même si, encore une fois, hein, on dénombre un cas assez important quand on voit les analyses des scientifiques de ce qu'on appelle de patients asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de fièvre, qui n'ont rien, qui n'ont même pas un petit rhume, et qui sont porteurs et du coup vecteurs du virus, à un moment donné, on se dit que c'est aussi un petit moyen de prévention. Moi, je suis tout à fait pour ça. Ça a été demandé. Certains ont dit qu'ils le faisaient, alors ils le font pas du tout. Déjà, il faudrait déjà qu'ils aient un équipement pour le faire, ce qui n'est pas gagné.
Et après, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de volontaires? S'il n'y a pas assez de volontaires pour maintenir le service, il n'y a pas de service, hein, ça s'arrête là, hein. C'est aussi simple que ça. La réponse de la direction a été très claire. C'est que s'il n'y a pas assez de volontaires, on est fermé. Ça va pas plus loin que ça. Euh, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je regarde encore. Non, donc a priori, il n'y a plus de questions par rapport à ça. Attends, il y en a un autre. Non, j'en vois pas d'autres. Donc si jamais vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Donc les trois points, hein, grosso modo, de ça, c'est, enfin les deux points essentiels, c'était donc la décision d'ouvrir enfin, très rapidement les bâtis Amex dans les magasins, couplés avec le retrait 2 heures et la commande client. Et ensuite, bah, tout le déroulé des questions-réponses que j'ai pu vous apporter, sachant qu'il y en a encore qui restent un petit peu en suspens. Pourquoi? Parce que bah, ça dépend de la durée de confinement. Donc il est clair que c'est des situations qui vont évoluer. Le code du travail, à mon avis, va continuer d'évoluer et je pense qu'on n'est pas au bout des mesures contre mesures, ordonnances contre ordonnances, qui risquent d'être encore plus, on va dire, importantes après le déconfinement que pendant. Parce que pendant, il y a beaucoup moins de problèmes. Après, il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver. La plupart des éléments qui sont donnés par le gouvernement ou ces nouvelles dispositions sont des dispositions qui, comment dire, qui sont applicables jusqu'au 31 décembre. Hein, ça fait loin hein, quand même. Hein. Donc, il y a fort à parier qu'il y ait de nouvelles évolutions dans le cadre du travail. Alors, ne devrait-on pas obliger de mettre en place un nettoyage et une désinfection des parkings qui accueillent nos clients? Euh, Alors, ça, c'est des surfaces qui sont assez complexes à faire. Euh, Moi, ce que j'en vois de mon expérience personnelle, j'étais dans un supermarché pour acheter à manger. Donc là, c'était 50 personnes dans le magasin, pas plus. C'était un 15 000 mètres carrés, hein. Donc 50 personnes, ça fait un peu vide. Tous les endroits où il y avait les chariots étaient vides. Les chariots étaient à l'intérieur dans le hall, ils étaient désinfectés au fur et à mesure de leur utilisation. Et en fait, le client posait son chariot quand il avait chargé ses courses aux endroits habituels. Par contre, il était absolument interdit de rentrer avec un chariot de l'extérieur. Le chariot devait être pris à l'intérieur. Donc ça, c'est des mesures en fait qui vont, on va dire, qui vont limiter la contamination par contact. Maintenant, désinfecter le parking, enfin, c'est pas possible. C'est pas du fait des surfaces, hein. Parce qu'il y a en plus, il y a beaucoup plus à faire, notamment à l'intérieur, des produits, des choses comme ça. Mais on n'a pas encore trouvé de produits qui vont. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas un aérosol qu'on va faire claquer et qui va désinfecter le volume. Ça existe pour d'autres pathologies, ça existe pour d'autres luttes. En ce qui concerne le Covid, ça n'existe pas. Donc, a fortiori pour l'extérieur. Alors, question de Marie, pourquoi dans l'ouverture de l'AMEX et le bâti, le réserver que pour les professionnels dans un premier temps pour limiter le nombre de personnes? Moi, humainement, je ne peux pas te donner de réponse. Pour moi, la réponse, elle est commerciale. On va pas se mentir. La saison du jardin est une saison extrêmement importante pour nos magasins. Donc, si vous limitez l'aménagement extérieur aux seuls professionnels, l'intérêt de l'ouverture perd tout son sens au niveau commercial et au niveau du chiffre d'affaires. C'est mon point de vue. Alors, en ce qui concerne le nombre de volontaires, c'est un élément que vous pouvez demander pour le site sur lequel vous travaillez. Hein. C'est un élément que vous pouvez demander dans le cadre d'une réunion du CSE. Vous n'aurez pas la liste nominative, hein,
mais vous aurez le nombre de personnes. Après, si vous vous déplacez aussi dans l'entreprise pour aller vérifier que les consignes de sécurité soient bien mises en place, il y a le qui est là. Donc là, c'est facile, c'est quelques touches sur l'ordinateur et ça vous permet de savoir qui a pointé en temps réel. C'est ce qu'on utilise pour notamment des alertes ou des évacuations de personnel. Euh, Voilà, pour l'instant, j'ai pas. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, ben, prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin des autres. Je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Encore une fois, mille pardons pour mon petit switch de connexion au départ, mais je pense que j'ai repris après les thèmes, donc normalement tout le monde devrait avoir l'information. Mais si c'est pas le cas, vous vous mettez en relation avec moi. Et puis surtout, tous ceux qui ont vu cette vidéo, partagez-la avec les autres en même temps que vous la likez. Ça permettrait d'avoir une information en fait globale par rapport à ça. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Dès qu'on a du nouveau, dès qu'il y a des évolutions qui se mettent en place au sein de l'entreprise, on ne manquera pas de vous tenir informé. Allez, bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir.